Alors, bonjour tout le monde. Très contente de voir qu'il y a plein de participants à ce cinquième Midi Gaming. Je me présente, Justine Lévesque, je suis coordonnatrice puis agente de stage au département d'informatique mathématiques. Je prends toujours quelques secondes pour me présenter en début d'événement comme ça parce que normalement, on est au bureau, ma porte est toujours ouverte puis je peux parler. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions des étudiants qui passent nous voir. Là, en mode virtuel, c'est plus difficile un peu. Il y a certains noms que je connais, certains visages que je connais, mais d'autres que je n'ai jamais croisés en vrai. Donc, juste pour dire qu'au département, on est là, on peut répondre à vos questions. Vous en avez, n'hésitez pas à me contacter habituellement. Le retour se fait assez rapidement. Aujourd'hui, c'est le cinquième Midi Gaming. On est très content donc du taux de participation. Merci spécial à l'ASSO qui nous aide à faire la promotion de nos activités. Aujourd'hui, on a une présentation qui va être faite par Stéphane Jacquet, qui est stagiaire postdoctoral pardon, ici au DIM, sur le speedrunning. Ce que ça nous apprend pour les jeux vidéo. La présentation va être enregistrée et rendue accessible par le biais du site web du département, donc dans l'onglet Midi Gaming. Vous allez en être informés. Puis pour ceux et celles qui ont participé aux activités précédentes, juste vous dire qu'on est en train de travailler à la mise en forme de tout ça, puis les liens vont être également accessibles pour peu importe que ça a été la présentation des stages Ubisoft ou sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Assassin's Creed. Alors voilà, je passe le micro à Stéphane. Si jamais vous avez des questions, Stéphane va pouvoir vous préciser comment il voudra procéder, mais moi, du moins, je vais avoir toujours un œil sur le chat pour voir s'il n'y a pas des gens qui lèvent la main. Alors, à toi, Stéphane. Merci Justine. Comme c'était dit, on va faire une petite présentation sur le speedrun. Et donc, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, donc, j'espère que vous allez bien. Là-dessus, vous voyez que vous voyez bien. OK. Donc, la façon dont ça va procéder, c'est que vous pouvez me poser des questions pendant la présentation et après, tout ce qu'il y aura après. Justine, à ce moment-là, me préviendra si je vois pas. Pour répondre à Yannick, non, il n'y aura pas de démonstration live parce que c'est un peu compliqué. Même si, pour me présenter un peu sur qui je suis pas dans le développement de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc, j'ai jamais programmé là-dessus. Mais je suis un speedrunner depuis 6, bientôt 7 ans. Et je suis pas mal tout ce qui est la communauté, la façon dont les jeux un peu procèdent au niveau de tout ce qui est bug, pour essayer de comprendre ce qu'un speedrunner peut utiliser. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal vu les différents outils que l'on peut apprendre en fait pour ensuite le développement d'un jeu. Donc il y a quelques astuces qu'on va pouvoir essayer de revoir par la suite. Donc, une définition simple de ce que c'est le speedrun, c'est juste finir un jeu vidéo le plus rapidement possible, ou on peut avoir une définition un petit peu plus annexe et atteindre un objectif. Parce qu'on peut décider qu'un jeu est trop long, donc essayer d'aller récupérer un item plutôt qu'un autre, finir un niveau seulement plutôt qu'un autre, enfin plutôt que le jeu au complet. Donc plus généralement, on dit que c'est atteindre un objectif, mais la plupart du temps, ça va être finir un jeu vidéo. Ça pose plusieurs questions qu'on va essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est que finir un jeu vidéo? Est-ce que c'est atteindre les crédits du jeu? Est-ce que c'est récupérer tous les items? C'est pas si clair déjà de finir un jeu vidéo. Et puis rapidement, selon quels critères? Est-ce qu'on prend un chronomètre externe? Est-ce qu'on prend un chronomètre fourni par le jeu? Ça peut avoir des impacts très variables. Donc rapidement, voilà, selon quelle mesure, c'est pas encore très clair juste avec la définition. J'élargis un petit peu enfin, je précise un petit peu la notion de speedrun parce que toutes les définitions ne sont pas les mêmes pour dire que c'est avec des jeux qui sont sans interaction avec des humains. Ce que j'entends par là, c'est qu'on entend parfois par exemple, la dernière version de World of Warcraft qui était sortie, il y a eu entre guillemets une course pour savoir qui allait être le premier à avoir le niveau maximum. Sauf que je vois pas ça vraiment personnellement comme du speedrun parce que les interactions que vont avoir nos adversaires humains vont avoir un impact décisif sur la qualité de notre run.
Donc voilà, c'est pas ce que je considère moi, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'adversaire humain. Par exemple, on va prendre un jeu, on va prendre Street Fighter 2. Battre Street Fighter 2, battre un ami à Street Fighter 2 le plus rapidement possible n'est pas un speedrun. Par contre, Street Fighter 2 propose un mode arcade. Finir le mode arcade le plus rapidement possible est un speedrun, parce que là, ben, on joue que contre la machine. Et si on prolonge cette notion-là et qu'on fait une analogie avec le sport, il y a pas mal de jeux d'e-sport, comme Counter-Strike, tous les jeux FPS collaboratifs ou League of Legends, qu'on peut avoir des analogies avec des sports d'équipe. Le hockey, le volleyball, le soccer, etc. Il y a d'autres jeux type jeux de combat, Street Fighter ou Super Smash Bros, euh, aussi très, très e-sport, compétition, où là, ça va être des jeux un contre un et ça va être donc des analogies avec des sports un contre un, tennis, badminton ou plus généralement le billard et des choses comme ça. Le speedrun, c'est plus de l'athlétisme. C'est ce que je mets souvent en avant quand je parle de speedrun, c'est que ça correspond vraiment à de l'athlétisme, dans le sens que, OK, la personne qui est dans la ligne à côté de nous, ben, elle court, mais notre 100 mètres, ben, il ne dépend pas réellement de la façon dont la personne à côté de nous court son 100 mètres. Donc, il faut battre la personne à côté de soi, il faut avoir le meilleur temps possible, mais il n'y a pas vraiment d'interaction au moment de la course entre les runners et les adversaires. Donc, quelques idées reçues qui sont pas mal propagées à l'extérieur par le speedrun. C'est qu'il faut connaître le jeu par cœur, et ça, c'est pas vrai du tout. On le voit beaucoup quand on demande aux gens de parcourir certaines autres parties du jeu, où il y a quelque chose de très populaire en ce moment qui est le randomizer, qui consiste à mélanger tous les items du jeu et d'essayer de refinir le jeu comme ça. Et on remarque qu'on ne sait pas finir le jeu. Enfin, on a du mal. Moi, quand j'ai commencé à m'y mettre, on rend compte qu'on ne connaît pas le jeu du tout. Donc, en fait, il faut connaître une route par cœur. On apprend un chemin, on apprend des stratégies, mais on n'apprend pas le jeu réellement par cœur. On se fait jamais toucher. Ça, c'est pas vrai, parce que ben, les erreurs sont vraiment inévitables, y compris pour les meilleurs. Il n'y a pas de run parfait. Enfin, sauf sur des très très mauvais jeux, là, souvent, où c'est un peu simple de truc, mais même des jeux très optimisés, il n'y a jamais d'erreur. Et il y a un truc qui peut arriver, c'est que se faire toucher, ça peut être un avantage. Ça va être le premier. Il va y avoir beaucoup de vidéos à montrer. Ça va être la première qu'on va montrer. Se faire toucher, ça permet d'avoir des petits boosts. Et on va voir comment sur GoldenEye, le premier niveau, pardon, pas le premier niveau, le troisième niveau de difficulté le plus simple, se faire toucher par des grenades peut avoir un intérêt. Donc là, avec une première grenade qui se fait toucher derrière lui, ça lui permet d'avoir un boost. Et tant qu'il a encore de la vie, ben, il peut continuer à lancer des grenades au fur et à mesure. Jusqu'à finir son niveau. Donc c'est comme ça que le premier temps de 21 secondes sur ce niveau-là a été atteint d'ailleurs, quand ça va s'afficher. Voilà. Donc, se faire toucher, c'est pas forcément une mauvaise chose, loin de là, comme on peut le voir sur cet extrait. Le speedrun détruit la nature du jeu. Il y a beaucoup de gens, on entend parler, moi je veux pas speedrunner parce que je vais plus, ça va me gâcher le jeu en fait. C'est pas vraiment un cliché ça par contre, dans le sens que ça détruit complètement la façon dont on le jouait avant et c'est impossible de rejouer normalement. Donc moi je speedrun environ une demi-douzaine de jeux, c'est pas un peu plus. Tous ces jeux-là, c'est impossible de me demander de les rejouer normalement. Les Zelda Link to the Past, qui est mon jeu principal, on me demande de faire les donjons dans l'ordre traditionnel ou de reparcourir tous les donjons pour essayer de trouver tout. À partir du moment où je connais les strats, c'est impossible de s'empêcher de les faire. Par contre, c'est pas totalement vrai non plus que ça détruit la nature du jeu, parce qu'en fait, ça rajoute une certaine profondeur, ça rajoute de la durée de vie au jeu. À partir du moment où on connaît le jeu par cœur, on peut se dire, OK, c'est bon, c'est toujours la même chose, mais le speedrun, ça va permettre de continuer de se donner des objectifs sur un jeu, ça va permettre d'apprendre des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques pour se perfectionner. Donc, ça ajoute de la profondeur, ça ajoute de la durée de vie au jeu.
beaucoup dans les chaînes, dans les commentaires des vidéos, on voit souvent, oh, il a triché, il a utilisé un bug ou un glitch. Euh, est-ce que utiliser un bug, c'est tricher? Ça dépend des règles et on va y revenir. Souvent, non, mais il y a des catégories plus spécifiques où on interdit les bugs pour certaines raisons, mais en général, disons que si c'est proposé par le jeu, il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. Et est-ce qu'il faut être un très bon gamer pour speedrunner? Ça, non. Parce on peut commencer à tout niveau, on a tous commencé débutants. Il y a beaucoup de tutoriels, surtout sur les jeux les plus populaires. Des tutoriels, les gens vont beaucoup aider pour nous aider à progresser. Il y a aussi maintenant des hacks d'entraînement où on peut s'entraîner salle par salle pour favoriser pour progresser tout simplement. Donc il n'y a pas de raison que si on ne soit pas un top joueur, qu'on puisse pas commencer. Qu'est-ce que finir un jeu? On va répondre à cette première question, les différentes catégories. On va commencer par les classiques. On parle souvent du any percent, qui veut dire simplement atteindre les crédits du jeu. Alors, c'est bien atteindre les crédits du jeu, mais voici la catégorie qu'on pourrait appeler any percent. Officiellement, elle s'appelle Zero Exit sur Super Mario World. J'ai mis à partir du moment où la première cinématique est finie et on va regarder à quoi ressemble cette run-là. Donc on atteint le premier niveau. On fait quelques actions un peu farfelues. Essa nada do Mario foi estranho. Fin du jeu. Est-ce que avoir fini le jeu comme ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça permet vraiment est-ce qu'on prend vraiment son plaisir là-dedans? Est-ce qu'on a vraiment la sensation d'avoir fini le jeu comme ça? Ça dépend. Là, clairement, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Pour la plupart des gens, y compris des speedrunners, c'est pas super intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va souvent parfois se donner quand des bugs comme ceux-là sont disponibles, on va se proposer d'autres catégories. On peut avoir 100%. 100%, c'est très très vague parce que globalement, c'est tout récupéré. Mais ça veut dire quoi, tout récupérer? Donc là, c'est les communautés qui vont un peu décider ce que ça veut dire. Il y a des jeux dans lesquels 100% c'est assez clair parce que le jeu propose qu'il y ait déjà 100%. Dans Super Metroid, il y a le pourcentage d'objets à récupérer, il y a un pourcentage à la fin. Si on a 100%, on a 100%. Dans des jeux comme dans la série Donkey Kong Country 1, 2 et 3, il y a un pourcentage proposé quand on est sur l'écran du menu de ce qu'on a complété. Il y a 101, 102, 103% qui sont comparables à ce qu'on appelle 100%, mais pareil, c'est pas toujours très clair. Low percent, un peu plus rare, mais finir avec le moins d'objets possible. Et ça, par contre, glitch restriction, c'est un truc qui est beaucoup plus classique, ce qui répond un peu à la problématique de 1%. C'est que quand on a des bugs trop forts, on va réduire les bugs qui sont autorisés. Ça peut être pas de bug du tout, ce qu'on va souvent entendre comme le glitchless. Ça peut être pas de bug majeur, ce qui est la catégorie principale, comme des jeux comme Zelda Link to the Past sur Super Nintendo ou Super Metroid. Donc, on définit une liste de bugs qui sont interdits, puis on n'a pas le droit de les faire. Par exemple, pour un jeu comme Link to the Past, le any percent, le record du monde sur console étant 1 minute 39, je crois. Avec les bugs majeurs, on est au-dessus de 1h23. Donc là, 1h23, on se dit, voilà, on a quand même joué au jeu. Et individual level, donc les niveaux individuellement, qui pour certains jeux est de loin la catégorie principale. Par exemple, il y a des jeux qui s'y prêtent plus, des jeux de course comme Mario Kart, où là, il y a dans chaque Mario Kart, chaque course a son propre. On peut essayer de le finir le plus rapidement possible. Et si je reviens sur GoldenEye, c'est alors qu'on peut atteindre les crédits du jeu quand on a fini le niveau Cradle, le 18e niveau au niveau difficulté le plus simple. Et en fait, c'est une catégorie qui est extrêmement peu jouée par rapport aux milliers de speedrunners qu'il y a sur ce jeu-là, où on préfère finir chaque niveau individuellement le plus rapidement possible. Donc là, si je mets, je sais pas, Runway, donc on a les temps de chacun arrondis à la seconde près parce que on y reviendra, mais c'est ce que propose le jeu.
pour finir chaque niveau, avec des leaderboards qui ressemblent un peu à celui-là. Il y a des choses un peu moins classiques, où on sort un petit peu plus de l'ordinaire. Typiquement, on peut avoir des choses comme le reverse boss order, car il y a des jeux où en effet on peut battre les boss dans le sens inverse. Il y a une série de jeux ici. Il y a des catégories aussi un peu drôles, surtout Undertale a 2 catégories assez marrantes: pacifiste, qui consiste à tuer personne, et génocide, qui consiste à tuer tout le monde, parce que ça provoque différentes cinématiques de fin, plusieurs scénarios possibles dans le jeu. Donc ce sont les 2 catégories principales d'ailleurs de Undertale, de pacifiste et génocide. Et on caractérise souvent la façon de jouer au speedrun. Il y a le multi-segmented, donc c'est de jouer le jeu, de faire le speedrun du jeu, mais en plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, on va faire segment par segment, on va essayer d'améliorer chaque segment au fur et à mesure, et on compile sous une seule vidéo. Mais ça, c'est totalement passé de mode. Et l'une des raisons, c'est parce que avant, on faisait ça parce qu'il y avait des gros problèmes d'enregistrement des runs. C'est pas comme aujourd'hui où on n'a pas accès aux outils Twitch, les capture cards, tout ça, c'était un peu plus obscur, et donc on préférait passer par d'autres formats. Streamer live, c'était quasiment pas possible au début des années 2000, par exemple. Donc maintenant, comme c'est possible, on fait surtout du single segment, c'est-à-dire le run en une fois, pas de pause. On commence le timer, puis voilà. Puis on voit aussi un petit peu apparaître souvent ce qu'on appelle du tool assisted speedrun. Donc c'est un speedrun assisté par ordinateur, ce qui veut dire qu'on peut revenir en arrière, on peut injecter les différents inputs dans l'ordinateur pour générer le run, sauf que c'est intéressant d'un point de vue théorique et d'un point de vue spectacle, mais en soi, comme les stratégies ne sont pas reproductibles par l'humain, ça a parfois peu d'intérêt pour les speedrunners. Donc on va regarder un petit peu sur une séquence de Super Mario 64. Voilà. Donc, est-ce que ceci est reproductible par un humain? Non. Ça va beaucoup trop vite. Il y a un bug similaire qu'on peut faire par un humain, mais on ne peut pas contrôler cette vitesse aussi bien pour essayer d'aller récupérer tous les items dont on avait besoin pour récupérer cette étoile-là. Donc, ok, c'est beau, c'est sympa, mais pour le speedrun, en général, on s'en s'intéresse assez peu. Ok, un peu d'histoire. Donc, il y a eu Doom et Quake qui ont été les premiers jeux qui se sont vraiment forgés une communauté de speedrun. Et avec un site dédié, notamment. Et la raison pour laquelle ça a très, très bien fonctionné, c'est, on va le voir là, on va regarder un run qui a été fait au début fin des années 90. Je crois que c'est 1997 que ce run a été fait. On va regarder la qualité de l'image. C'est le premier niveau de Doom. Et c'était la première fois que ce niveau-là avait été fait en 9 secondes. Le record a été abaissé à 8 secondes depuis. Mais ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas en mode à refilmer à la caméra ou à essayer mais avec un enregistreur sur VHS ou DVD, où c'était très compliqué, les qualités d'image n'étaient pas excellentes. Là, ce qu'ont fait Doom et Quake, c'est qu'ils ont proposé des façons d'enregistrer son run, ce qu'on appelait des démos, qu'on pouvait ensuite partager avec les gens, et notamment les mettre sur Internet assez facilement, ce qui faisait qu'on pouvait voir ce que faisaient les gens. Et ça a très très bien fonctionné, ce qui a permis à la communauté Doom et Quake de vraiment prendre de l'essor en termes de speedrun. Voilà, ce que je disais, possible d'enregistrer ces runs, ce qui a donné ensuite le site Speed Demos Archive, qui a été prévu pour Quake, mais il contient d'autres jeux. Donc notamment si on regarde la game list, donc ils ont décidé de regrouper des runs de chacun des jeux. Le problème qui s'est posé avec Speed Demos Archive, c'est qu'ils proposaient en gros quelques runs, un run par catégorie à chaque fois, et qu'ils attendaient d'avoir vraiment une amélioration notable
avant de proposer un nouvel run. Donc, ce qui fait que c'était jamais le meilleur run, enfin, pas toujours le meilleur run qui était montré. Et en plus, il est totalement, enfin, il n'est plus mis à jour du tout. Si on va sur Super Metroid, par exemple, le run montré pour le record du monde date de 2013. Donc bon, c'est clairement passé en désuétude. Mais ça a été à l'époque une bonne source de référence pour regarder les speedruns et des jeux que l'on préférait. Sauf que il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas mis dessus parce qu'ils préféraient avoir des sites dédiés, donc notamment The Elite pour GoldenEye et Perfect Dark, les Mario Kart et les Donkey Kong Country notamment ont des sites dédiés. Tout a changé ensuite quand Twitch est arrivé, parce qu'avec Twitch, on pouvait ensuite filmer nos runs live et les montrer dans des bonnes conditions. Et ça a été la période dans laquelle, sur certains streamers, des milliers de spectateurs ont pu regarder des speedruns en live. Ça aussi, ça a pu briser une certaine barrière où beaucoup de gens pouvaient penser que le speedrun, c'était un peu trafiqué, soit ils ne croyaient pas que c'était en live, donc c'était des tasses ou quoi que ce soit. Et là, on pouvait voir les gens faire en live. Et donc, ça a donné un intérêt supplémentaire. Avec ça, sont arrivés des outils pour streamer qui ont facilité grandement la tâche des gens, donc que ce soit OBS, XSplit, puis des timers pour pouvoir également ceux de chronométrer qui ont été faits, conçus pour le speedrun. Ensuite, Speedruns Live, qui à partir du moment où on pouvait streamer, en fait, on pouvait faire des courses les uns contre les autres. Et donc, il y a eu des outils pour faire des courses, tels que Speedruns Live, qui, j'ai l'impression, quand j'ai préparé pour la conférence, ça paraît un peu moins actif qu'avant, mais voilà, là, il y a une course de Super Metroid qui est en préparation, et qui va bientôt commencer. Et donc voilà, ça a permis à des gens, avant c'était vraiment des centaines de courses qui étaient dessus là, en permanence, donc de pouvoir faire du speedrun avec d'autres personnes en live. Puis maintenant tout est regroupé sur speedrun.com où on a des classements pour chaque jeu. Donc là on clique sur un jeu quelconque et puis on va avoir tous le temps des meilleurs joueurs, les classements, les différentes catégories. Et ça a été conçu pour que ce soit les communautés qui gèrent le jeu. Donc en fait, les modérateurs ne sont pas des modérateurs de speedrun.com, mais chaque jeu a des modérateurs qui sont des speedrunners du jeu qui vont vérifier les runs qui sont acceptés sur le jeu. Et on va en profiter aussi pour voir un petit peu quels sont les jeux les plus runnés. Donc j'ai classé par jeu avec le plus de runs. Et déjà, si on regarde un petit peu, si vous regardez la liste avec Super Mario 64, Super Mario Odyssey, on voit News of the Past, Sunshine, Resident Evil. Déjà, il y a quand même une certaine chose qu'on remarque, c'est que les jeux les plus speedrunnés sont des bons jeux, des très bons jeux. Et c'est pas pour rien, c'est parce que comme on va vouloir passer des centaines d'heures dessus, il faut que ce soit un jeu un minimum intéressant, qui est suffisamment accroché notre œil pour que ça reste bon. On pourrait se demander aussi est-ce que c'est parce qu'un run est bon, un speedrunner, que ça fait un jeu qui est bon, et c'est pas si clair. Moi, je considère surtout que c'est vraiment la puissance du jeu qui fait souvent que c'est un jeu qui est fort à speedrunner. Il y a des éléments qui vont faire que c'est plus intéressant de speedrunner un jeu, qui vont favoriser d'être plus haut sur ce classement. Mais bon, voilà. Ça incite plus à faire des bons jeux si on veut qu'ils soient speedrunnés. Aussi, si on regarde un petit peu les trois premières lignes, donc il y a du Mario Kart, encore du Mario, deux Zelda, un autre Mario Bros, Luigi Mansion. Il y a une dominance très forte des jeux Nintendo par rapport aux jeux des autres consoles. Ça, j'ai un peu de mal à expliquer par contre. Mais clairement, Nintendo a quelque chose qu'ils ont réussi à faire là-dessus. Et il y a quand même une part intéressante pour les jeux indépendants. Donc on voit Celeste qui est très très bien classé, jeu assez récent. Des jeux comme Portal, Getting Over It, pour ceux qui ont joué, qui est un jeu absolument atroce, mais fait pour le speedrun en fait, mais absolument horrible.
Il y a un jeu comme Undertale qui est vraiment très, très populaire, Cuphead. Et pareil, ils ont récupéré, comme c'est des jeux qui sont, à part Portal, mais ceux qu'on a cités, qui sont très basés sur le gameplay assez ancien. C'est des choses qui ont beaucoup favorisé son attrait. Parce que aussi, on remarque que c'est beaucoup de jeux anciens. Et donc, les jeux anciens ont souvent un plus grand attrait pour le speedrun. Voilà. OK. On va continuer un petit peu. On est toujours, avant de repartir sur sur des choses plus dédiées. Aujourd'hui, dans la culture populaire, on voit beaucoup plus de. Ce que je parle dans la culture populaire, c'est hors du speedrun, en fait, hors de juste de jouer les jeux vidéo. On voit des marathons caritatifs qui arrivent par rapport à la communauté du speedrun. Donc, c'est-à-dire essayer de générer des fonds. Donc, on parle souvent de la GDQ et la SGDQ. Il y a des événements au Québec aussi, avec le No Reset. Bon, j'y pu participer plusieurs fois. Donc, en France. On voit arriver des tournois aussi maintenant. Ça, c'est depuis quelques années. La chaîne Speed Gaming sur Twitch a été la première chaîne à vraiment proposer de faire à faire vraiment des choses dédiées pour les tournois. Et puis, il y a maintenant des tournois rémunérés. Et ça, c'est assez nouveau. On en parle beaucoup dans l'e-sport, les tournois rémunérés. Dans speedrun, ça arrive vraiment très, très tard. Et ce qui montre aussi que la popularité continue à arriver parce que pour qu'il y ait de la rémunération, il faut qu'il y ait des personnes qui regardent. Et donc, avec la popularité récente, ça commence à arriver. Et sur YouTube aussi, on commence à voir des éléments de speedrun. Alors, pas que des gens qui streament. Ce que j'entends plus par là, c'est qu'il commence à y avoir la culture dans le sens qu'on essaie d'analyser des speedruns pour le grand public. Donc, des analyses plus approfondies pour essayer de comprendre comment fonctionne un speedrun, autre que seulement de voir le run tout seul. Il y a des propositions d'évolution de record du monde aussi pour voir l'histoire d'un jeu, en fait, l'histoire d'un speedrun. Bon, et à partir de maintenant, on va regarder un petit peu plus sur des éléments vraiment concrets d'un jeu qui sont liés au speedrun. Donc, on va parler un peu plus d'aléatoire, on va parler plus de glitch, on va parler d'objectifs, etc. Et on va voir là, par contre, beaucoup d'extraits, pas mal d'extraits vidéo. Donc, la RNG, j'utilise beaucoup le terme anglais parce que c'est la communauté speedrun est souvent anglo-saxonne. Donc, c'est ce qui va désigner l'aléatoire en français, mais on va entendre parler du terme RNG ou RNG. Et donc, ce qu'on va avoir comme élément d'aléatoire, souvent, ça va être des random encounters. On voit souvent ça dans les FPS. Oups. Est-ce que normalement je suis censé... Ah non, je pensais qu'il était un peu plus loin. Excusez-moi, ça peut prendre... Où est-ce que j'ai mon extrait vidéo? Excusez. Voilà. Souvent sur les FPS. Donc là, si on regarde que dans le speedrun de Final Fantasy, il y a Encounters Numbers, donc c'est le nombre de fois qu'on va rencontrer des ennemis de façon aléatoire. On va être obligé de faire le combat. Et souvent, on n'est pas très content que ça arrive parce que ça va nous faire perdre du temps. Et comme ça ne dépend pas de nous, c'est assez agaçant. Donc, ça peut dépendre de plusieurs choses. C'est souvent lié soit à un compteur de frame, depuis le reset de la console, par exemple. Ça peut être la séquence d'input. Donc, c'est souvent des choses qui ne sont pas vraiment manipulables. Donc, ce qui fait que c'est, entre guillemets, vraiment aléatoire pour nous. Donc, on peut pas le gérer. Donc, l'avantage, ça enlève la prédictibilité des ennemis. Il y a des jeux où c'est vraiment agaçant de savoir exactement comment tout va se produire. Sauf que les avantages, c'est que le run peut vraiment beaucoup trop dépendre de l'aléatoire. Et on va montrer un autre événement. C'est dans Link to the Past. En 100%, il faut récupérer tous les quarts de cœur.
Et l'un des quarts de cœur Alright. se situe dans ce mini-jeu où on doit ouvrir 2 coffres et le premier coffre n'a jamais le quart de cœur, le deuxième coffre a une chance sur 8 d'avoir le quart de cœur. Et donc évidemment, chaque tentative, on a une chance sur 8 à chaque fois en fait qu'on commence le mini-jeu d'avoir le quart de cœur. Sauf que on a envie que ça soit du premier coup, sauf que une chance sur 8 souvent c'est pas le cas, et que ça peut durer très 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 longtemps. L'extrait fait 8 minutes. Et ça continue. 41 tentatives pour ce run-là. Donc, autant dire qu'à ce moment-là, le run, il est absolument mort. Donc, ce qui fait que, c'est pas... Ça fait que certaines catégories dépendent beaucoup, beaucoup trop de l'aléatoire, ce qui peut être très, très frustrant. Donc, le bon compromis, ça va être souvent de faire des éléments d'aléatoire qui ne bloquent pas l'intrigue ou aussi la vulnérabilité des ennemis. S'entend, des ennemis peuvent être touchables qu'à certains moments et pas à d'autres parce qu'ils vont faire une phase d'attaque ou quoi que ce soit. Disons que ça, c'est assez frustrant et assez gênant. Le timer, les objectifs, ça, c'est un élément qui est assez intéressant pour essayer de promouvoir le speedrun d'un jeu, pour inciter les gens à faire du speedrun. La plupart du temps, comme les jeux ne proposent pas de timer, il va y avoir des chronomètres externes. On a pu voir dans différents extraits que j'ai montrés, qu'il y avait un timer et donc on commençait le timer au début du jeu, on finissait à la fin, et puis voilà. Il y a des jeux qui incluent des timers, ce qu'on appelle in-game time. Et donc souvent il y a des chronomètres, on voit parfois des chronomètres à la minute près. C'est le cas par exemple de Pokémon, c'est le cas de Super Metroid. Par contre, ça c'est à éviter parce que si on veut inciter le speedrun, parce que c'est pas très précis. Et à une minute près, il peut y avoir vraiment de très très larges différences, surtout quand on commence à optimiser les runs. Il y a beaucoup de jeux qui font des timers à la seconde près. Ça, on va revenir un petit peu dessus. On pourrait se dire, on pourrait faire quand même mieux parce que ça va y avoir beaucoup d'ex-aequo. Et si on revient un peu sur le jeu comme GoldenEye, l'un des avantages du timer à la seconde près, il est proposé par le jeu, donc on le conserve. Et si on regarde le tout premier niveau, au niveau de difficulté le plus important, il y a une personne qui a 52 secondes et beaucoup qui ont 53. Et donc, ce qui fait que franchir cette seconde-là, être le seul à avoir dépassé une seconde, est un accomplissement qui est largement au niveau, encore plus fort que juste d'avoir un record du monde. Et si on regarde combien de personnes ont eu 53 secondes, je défile. Pour avoir une première personne à 54 secondes, il faut 215. Au total, il y a 213 personnes qui ont 53 secondes et une personne qui a 52 secondes. Ce qui montre un peu la puissance finalement de ce temps-là. Donc, c'est pas forcément toujours conseillé, mais il y a un intérêt assez... on peut y trouver son intérêt pour les communautés. Bon, on peut se dire, un jeu, ça tourne à quelques frames par seconde, donc on peut juste compter les frames et à ce moment-là faire un timer à partir de ces frames-là. Et c'est ce que font beaucoup de jeux. Donc là, je citais quelques jeux, notamment les mini-jeux des Mario Party font beaucoup ça. Et on peut vérifier ça si on regarde un jeu comme un assez mauvais jeu comme Dragster sur l'Atari 2600. On voit que 5 secondes 56, c'est le record du monde. Et en fait, il n'y a personne à 5 secondes 58. Ensuite, c'est 5 secondes 61. C'est parce que la frame d'après, le timer, c'est 5 secondes 61. Puis ensuite, 64, etc. Donc, 3 centièmes suivantes, etc. Donc, c'est pas mal parce que c'est un timer très précis qui est affiné par rapport à la seconde près, mais qui n'exclut pas encore les nombreuses égalités. Donc, il peut y avoir au centième près, mais donc il y a pas mal de jeux qui font ça. Des jeux où le FPS, on peut le faire tourner un peu plus vite. Il y a un jeu où c'est assez intéressant, l'exemple de Mario Kart 64, où on peut se dire c'est un jeu N64. En Amérique du Nord, ça tourne à 30 frames par seconde. Donc pareil, il peut avoir un compteur à la frame près. Et si on regarde le leaderboard d'un des niveaux, on voit qu'en fait, toutes les décimales sont possibles, 30, 31, 33, donc il y a 35, 36, 37.
Ça, c'est parce que Mario Kart a eu la très bonne idée à ce moment-là de décider de regarder au moment où on franchit la ligne, de savoir la vitesse à laquelle on allait et quelle portion du kart avait franchi la ligne. Ce qui faisait qu'ils ont pu estimer par régression comment on allait donner une estimation du temps à laquelle on a réellement franchi la ligne, au centième près. Donc ce qui fait que c'est vraiment, c'était une bonne idée malgré un jeu qui tournait pas à 100 FPS. Je ne sais pas s'il y a des jeux qui tournent à 100 FPS, ça m'étonnerait, mais c'est possible d'avoir des astuces comme celle-là et qui ont ensuite été développées pour Mario Kart Double Dash ou même jusqu'au millième près. L'avantage des timers internes aussi, c'est que ça évite les problèmes de temps de chargement. Et ça, c'est surtout vrai sur les jeux PC. Autant sur une console, tout le monde a la même console. Sur les jeux PC, ça va dépendre de la vitesse de son PC. Et donc c'est pour ça que par exemple, là, je suis sur un jeu PC comme Rise of the Tomb Raider, eh bien, on a à la fois un timer avec les chargements, sans les chargements, et un jeu avec les chargements. Parce qu'avec les chargements, le PC peut varier. Et j'avais un exemple, notamment, voilà, entre le cinquième et le sixième, sans les chargements, le cinquième il est mieux placé que le sixième, mais avec les chargements, on voit qu'il y a une différence de plus de 2 minutes. Donc c'est vraiment ça peut être un vrai problème pour les jeux PC quand ils n'incluent pas un timer, parce que ça pose trop de difficultés aux joueurs. Et ce qui peut être intéressant aussi, à partir du moment où il y a un timer proposé par le jeu, c'est de donner des objectifs aux runners à battre. Donc, par exemple, il y a le par dans Doom. Donc, si on revient... Oups, pas trop loin. À la fin d'un niveau de Doom, il y a le temps qu'on a accompli et à côté, il y a le par, donc le temps qu'on devrait battre, qu'on devrait être capable de battre. Et ça, évidemment, quand on le voit, ça peut donner une idée de se dire, je vais essayer de le battre. Ça peut être des éléments à débloquer. Et ça, c'est quelque chose qui a fait pas mal un jeu comme GoldenEye. Donc là, si on regarde la fin d'un niveau de GoldenEye, j'aurais dû le mettre en plein écran. Voilà, il y a le temps que l'on a effectué à la seconde près. Il y a le temps que l'on devrait chercher à battre, et ça nous permet de débloquer un nouvel élément de gameplay, ce qu'ils appellent un cheat. Et souvent, les cheats sont faits pour être... Il y en a qui sont assez faciles, mais il y en a qui sont vraiment durs. Donc, il y en a, c'est vraiment faire du speedrun que d'essayer de débloquer. Et ça incite le joueur à essayer d'aller le plus vite possible et à faire du speedrun. Et pour les jeux de course, essayer de conserver le fantôme. On voit ça beaucoup dans Trackmania, on voit beaucoup ça dans les Mario Kart. Avoir une trace de son record personnel pour pouvoir être capable de le battre. Donc, inciter à le battre. Et avec les deux éléments qu'on a vus, là, il y a un jeu qui, pour moi, qui a vraiment été pas mal au-dessus de la mêlée. Ça a été l'exemple de Trackmania. Trackmania, c'est un jeu, au final, c'est un jeu de course. Je peux essayer de montrer pour ceux qui n'ont jamais vu. Go. All right. Donc c'est juste un jeu de course avec 4 boutons, avant, arrière, enfin au freinage, droite, gauche. Il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a rien de tout ça. Mais donc ils ont développé des outils qui faisaient que c'est vraiment intéressant d'aller speedrunner. Je vais juste finir ce niveau-là. Il y a un truc assez intéressant que je vais vous montrer juste après. Voilà. Il y a des médailles que l'on peut récupérer. Il y a 4 médailles au total. Ce runner-là est l'un des meilleurs runners du monde sur Trackmania, et pourtant il n'y a eu que 3 des 4 médailles, ce qui montre que récupérer les 4 médailles du premier coup est très difficile, même quand on est, je crois, qu'il est premier, deuxième ou troisième mondial. Et à quoi correspond la 4e médaille? Et ça, c'est assez intéressant. Je ne dis pas des RNG, des objectifs à battre. La 4e médaille à obtenir, c'est la médaille dite hauteur. C'est de battre le temps des créateurs du jeu. Là, j'ai pu récupérer l'image en français quand j'ai essayé pour montrer. Donc, avec médaille hauteur,
qui coïncide parfaitement à ça, là. C'était pas montré dans l'extrait vidéo. Et vraiment, ce sont des choses qui sont très dures à battre, qui nécessitent plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures de jeu parfois pour aller les récupérer. Pourtant, parce que sinon, il n'y a pas une histoire très profonde ou quoi que ce soit. C'est un jeu de course vraiment très basique. Mais le fait d'avoir ajouté cet élément-là, pour moi, contribue au fait que Trackmania, aujourd'hui, il y a des compétitions de Trackmania qui sont très populaires et c'est très regardé. C'est l'un des jeux e-sport les plus considérés. Je pense que juste cet élément-là, combiné au fait qu'il n'y ait pas d'aléatoire, a beaucoup aidé. Et donc, sans le savoir, en fait, si vous avez essayé d'avoir les médailles auteurs, vous avez fait du speedrun. Moi, j'en ai souvent à parler aussi du fait que il y a des speedruns que plusieurs jeux que j'ai faits, donc surtout les jeux Super Nintendo N64. J'ai commencé à partir de 2014. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à jouer à Trackmania, c'était vers 2011, et le temps que j'ai consacré, le simple fait d'aller chercher ces objectifs-là, c'était du speedrun. Ok, on va parler un petit peu d'un autre aspect beaucoup plus orienté speedrun aussi, qu'on voit surtout dans les speedruns, c'est les fameux bugs, les glitches, puisque beaucoup de runs en sont truffés. Et on va en présenter certains des classiques pour essayer de comprendre ce qu'on peut éviter déjà dans un jeu quand on le conçoit aussi, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes qui se passent. On va déjà enlever quelque chose de côté. C'est pas parce qu'un jeu a des bugs que c'est un mauvais jeu. On va présenter dans la suite de cette slide des bugs qui sont vraiment extrêmement énormissimes, qui vont totalement détruire le jeu. Et pourtant, ce sont tous d'excellents jeux. La première grande catégorie, c'est faire deux actions en même temps, à la frame près. Ça va modifier le comportement des actions, des choses qui ne sont pas nécessairement prévues par le jeu. On va commencer par regarder ce qui se passe quand dans Link to the Past, on fait la course et l'utilisation d'un marteau en même temps. On court et on utilise le marteau en même temps. Sauf que les développeurs n'avaient pas prévu ça du tout. Ce qui fait que ça a été corrigé dans les versions suivantes. Ce bug-là n'est disponible que dans la version 1.0 japonaise. Ça montre assez bien comment ça fonctionne là. Mais voilà, c'est des outils qui ne sont pas forcément initialement prévus par le jeu. Ici, on va voir un extrait un petit peu différent. C'est beaucoup moins naturel. On va essayer de faire une roulade avec Didi dans Donkey Kong Country 1 en même temps qu'on tombe. Et on est dans un état où on fait une roulade infinie à une vitesse assez intéressante qui nous permet d'éviter toutes les plateformes. Alors, on va se remettre un petit peu... J'ai envie de montrer un peu plus d'images par seconde. Voilà. On voit que c'est vraiment juste avant de tomber que, en faisant la roulade, c'est ça qui va se déclencher. Donc vraiment, deux actions en même temps. Le jeu ne sait pas trop comment gérer. Et donc, il effectue parfois des actions un peu paradoxales. On va voir ce qui se passe quand on meurt en même temps qu'on essaie de faire une transition d'écran. Il peut se passer des choses très très bizarres. It increments the submode, which results in a broken mode submode combination. The room number in RAM changes to... Alors, donc il vient de mourir, sauf que ça lui a régénéré tous ses cœurs. Il y a du texte qui s'affiche et il est dans un état assez bizarre avec Link et il peut traverser certains murs et continuer. Donc voilà, il y a encore une fois mourir en même temps, ça peut faire des choses assez particulières. Bon, ça fonctionne malheureusement pas toujours aussi bien. Voici qu'est-ce qui se passe dans un autre scénario, un endroit où par contre pas du tout prévu. It should be okay. Ça devrait bien se passer. Okay, now it's definitely not okay. Voilà. Pour le plaisir des oreilles. Oups. Voilà, le jeu vient de cracher totalement. C'est fini. Faut redémarrer la console. Là, on a montré avant des scénarios où ça se passait bien. C'est pas la norme.
On va montrer ce qui se passe quand on fait 3 choses en même temps. On va relâcher l'épée au moment où on va boire une potion en faisant une transition d'écran. L'écran de gauche, pardon, oui, c'est l'écran de gauche là qu'il faut regarder. Donc on a accédé au boss du donjon dans lequel on était, sauf que évidemment on voit plus rien de l'écran, il faut un peu deviner à vue s'il y a beaucoup de pixels. Ça se fait. Pour une catégorie, c'est assez important de faire ces bugs-là. Si jamais on avance, ça se poursuit, là c'est la cinématique, ça continue. C'est quand même l'un des jeux les plus mémorables de la Super Nintendo. Quand on disait que certains bugs peuvent se produire, voilà, c'est pas un problème d'avoir des bugs dans des jeux vidéo à condition que ça ne gêne pas le gameplay. Et par là, c'est pas le cas parce que pour effectuer ce genre de choses-là, clairement, faut y aller. Donc, pour éviter ce genre de choses-là, un conseil que je peux donner, c'est probablement essayer de donner de priorité à certaines actions. Quand vous essayez quand vous voyez que potentiellement plusieurs actions peuvent se faire en même temps, donnez priorité à l'une. Les abus de mémoire, c'est l'un des grands classiques aussi des bugs. On va commencer par ce qu'on appelle un sprite overload. Un sprite overload, il y a un nombre d'éléments qu'on peut afficher à l'écran qui est limité. Et donc, quand on va en avoir trop, il va falloir faire des choix et des choses qui ne vont pas apparaître. Donc, on va regarder comment Void, qui est un runner québécois d'ailleurs, va utiliser ce bug-là dans Yoshi's Island. Donc là, il est en train de récupérer pas mal d'œufs. Et en lançant l'un des gros œufs, il a permis de faire apparaître des petites étoiles. Et ces petites étoiles ont fait qu'il y avait trop de choses qui apparaissent à l'écran. Et ce qui fait que là, on voit un canon qui est ici. Il aurait dû en avoir un deuxième là. Et c'est fait exprès de faire apparaître trop d'étoiles pour qu'on puisse passer au travers de cette section-là et ensuite continuer. Ça, c'est assez gentil. Attendez, où est-ce que... Ouais, non, c'est un peu après. On peut faire apparaître aussi... dès qu'il y a une variable, en fait, en gros, il peut y avoir une façon de la manipuler. Et là, on va essayer de faire déclencher une cinématique qu'on ne voulait pas. Donc, on va gérer la variable, en gros, cinématique dans ce run de Ocarina of Time, qui est l'un des bugs les plus connus probablement en tout speedrun confondu. Donc là, on aurait dû rentrer dans une cinématique, mais en fait, on ne va pas le faire. Sauf qu'on va laisser défiler un compteur qui est basé sur un nombre de frames. Et quand on va faire une transition d'écran, eh bien en fait on est à la fin du jeu, on est à la descente de la tour de Ganon et on a manipulé pour que la prochaine cinématique qui soit lancée soit celle quand on a battu l'avant-dernier boss. Donc il ne reste plus qu'à descendre la tour, battre le dernier boss et c'est fini. Ça, c'est aussi une des choses, donc aussi les plus classiques, de sortir d'un niveau d'une façon inopinée. On va le revoir sur un autre élément, on va pouvoir comprendre un peu mieux comment aussi on manipule les variables. Plein écran. Là, on a fait une manipulation pour avoir un objet invisible. Notre Kong, Dixie, tient quelque chose, mais en fait, visuellement, il n'y a rien. Sauf que le jeu, il a horreur qu'il n'y ait rien. Donc, il va considérer qu'on tient quelque chose, et on va manipuler de sorte à ce que l'objet que l'on tienne soit... Je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Ici, il y a le tonneau bonus, et on va lancer le tonneau bonus. D'habitude, le frame par frame fonctionne un peu mieux que ça. Voilà. Et en lançant le tonneau bonus, on pourrait se dire que ça nous permet de rentrer dans le bonus, mais le jeu, il ne sait pas qu'on est entré dans le tonneau bonus. Il ne comprend pas trop, et il préfère nous faire quitter le niveau. Ce qui se passe, c'est comme on a modifié sa position, il ne reconnaît rien, et donc il se dit, pour éviter qu'il y ait un problème, pour éviter de ne pas savoir où envoyer la personne, dans ces cas-là, c'est codé dans le jeu qu'on fait sortir la personne du niveau, et comme la personne
et les sorties de niveau sans mourir, le jeu considère qu'on a complété le niveau. Et donc, on a accès au niveau suivant par des bugs comme ça. Ça, c'est un scénario où ça se passe bien. On va voir, ça, c'est un tutoriel qui explique un petit peu comment ce bug-là est censé être fait. On va voir quand ça se passe mal. Eh bien, on peut tenir vraiment des choses très différentes sur notre tête. Et là, en manipulant mal l'objet que l'on voulait avoir dans les mains, on va revoir, c'est la caisse que l'on a lancée avec le pauvre perroquet qui se balade de l'autre côté de l'écran. Donc, voilà, on peut manipuler la mémoire du jeu en faisant croire qu'on tient quelque chose dans les mains. Et ça, c'est le bug qui est quasiment impossible à éviter. Donc, il n'y a pas vraiment de conseils à donner là-dessus parce que les gens disent s'il y a une variable mémoire, il y a souvent un bug qui va lui être associé parce qu'on peut essayer de manipuler cette variable mémoire. Les out of bounds, donc ça consiste à aller au-delà des limites prévues par le jeu. Et ça, c'est aussi très, très fréquent. Donc, si on regarde un exemple dans Diddy Kong Racing, si on prend un peu trop de vitesse, on est hors des limites et on peut continuer notre niveau sans faire le circuit habituel. Alors, il y a des checkpoints et tout, donc il ne faut pas non plus aller trop loin, mais des moyens. Portal, c'est une catégorie à part où c'est très facile d'aller hors limite dans Portal. Et on peut passer son temps quasiment hors des limites pour essayer d'accéder de pièce en pièce dedans. Pour comprendre un peu mieux de 100 ans, je ne vais pas montrer celui-là, c'est un peu long. 100 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir la bonne idée de se dire, en fait, de jouer sur la vitesse de notre personnage en créant du lag. Notamment, le jeu essaye de compenser le lag en ajustant la vitesse du joueur. Et dans Donkey Kong Country 64, on va passer au travers de ce mur-là. C'est pas celui-là, ça va être la tentative d'après. Où on crée suffisamment de lag pour générer de la vitesse. Et avec notre vitesse, on passe au travers du mur et donc on n'a pas besoin de déclencher toute une série d'actions. Je vais en montrer un dernier parce que ça montre une petite morale s'entend sur le développement des jeux. Dans le jeu GoldenEye, dont j'ai montré déjà un extrait, il n'y a pas vraiment d'out of bounds. Les out of bounds qu'on a sont très isolés et puis irreproductibles surtout. C'est-à-dire c'est probablement plus des erreurs liées à la console à ce moment-là plus qu'à la façon dont le jeu est programmé. Ils ont sorti un jeu quelques années plus tard sur N64, basé exactement sur le même gameplay qui s'appelle Perfect Dark. Voici comment se fait le premier niveau de ce jeu-là. Avec le même gameplay. Voilà, donc on a descendu toute une tour en 5 secondes. Premier niveau. Donc les mêmes gens, les mêmes développeurs, le même gameplay. On n'est jamais à l'abri finalement d'avoir ce genre de problème-là. Gestion de la vitesse, ça c'est un des bugs les plus fréquents parce que on ne pense pas souvent à correctement gérer la vitesse. Voici sur un jeu très mauvais qui s'appelle Big Rigs. Les vitesses négatives posent souvent un problème. Donc on voit que si on va en arrière, ça s'arrête. On n'arrête jamais d'accélérer. Et donc on peut aller jusqu'à la ligne d'arrivée comme ça. Ça va pas durer très longtemps. Voilà. Et vous avez gagné la course en allant seulement en arrière parce que vous n'avez pas pensé à dire que les vitesses étaient limitées. Ça a des effets aussi, on va revenir sur Super Mario 64. Quand on a trop de vitesse, ça peut nous permettre aussi un peu d'aider d'aller out of bounds et de passer au travers de certaines portes. On va regarder un petit peu celui-là. Ok, on va se faire un petit peu au ralenti. Donc là, on passe derrière la porte pour pouvoir faire une rotation.
Une fois qu'on a fait la rotation, on revient dans le champ principal. Et là, d'une frame à l'autre, en fait, il n'y a pas le temps de détecter les collisions. Ici, on est d'un côté, on va tellement vite que la frame d'après, on est de l'autre côté de la porte. Et donc, il n'a même pas eu le temps de se dire est-ce qu'il y a une porte ou quoi que ce soit. Voilà, c'est l'un des problèmes qui peut arriver. Et notamment, là, c'est sur une vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement de Super Mario 64. On peut facilement, pour un TAS, ils ont eu besoin d'aller à une vitesse de moins 3,4 millions de vitesse horizontale. Donc, on reculait à une vitesse de moins 3,4 millions d'unités. Donc, quand vous avez des variables, notamment des variables de vitesse, essayez de penser à mettre des bornes pour qu'on ne puisse pas aller trop vite. Okay, je vais aller un peu vite sur la fin parce que là, je vois que le temps avance pas mal et puis ça va être des trucs un peu plus simples. Sur les cinématiques, alors on veut souvent en mettre parce que c'est vrai que c'est bien, ça rajoute de la profondeur à l'histoire. Pour les speedrunners, c'est intéressant, ça fait à la fin des runs, surtout, ça permet de rajouter des séquences de repos au moment où on est vraiment un peu stressé. Par contre, il faut éviter les cinématiques vraiment longues au début, ça pose des problèmes. Dans Super Mario Sunshine, il y a un petit truc à faire, et juste après ce petit truc à faire, il y a une cinématique de 6 minutes. Et notamment, et qui n'est pas skippable, on ne peut pas sauter, donc on est obligé de se faire cette cinématique de 6 minutes. Et c'est ennuyant quoi, quand on est speedrunner de devoir attendre 6 minutes, et ça a provoqué des débats. Est-ce qu'on ne peut pas faire des fichiers dans lesquels on peut commencer après cette cinématique-là? Et donc, évitez qu'elles soient trop longues, et si jamais vous voulez vraiment les incorporer, faites en sorte qu'on puisse les sauter facilement, ou peut-être une option où on puisse ne pas avoir de cinématique du tout, parce que voilà, ça rajoute beaucoup trop de temps pour rien, d'attente pour les runners. Et c'est un peu le même problème avec les autoscrollers aussi. Les autoscrollers sont des niveaux où on fait juste attendre que l'écran défile. Ça peut être parfois difficile à faire, mais quand au bout d'un certain niveau, il n'y a plus cette difficulté-là, elle saute parce qu'on n'a plus la surprise. Et ce qui fait que si vous voulez faire quelque chose qui plaise vraiment aux speedrunners, vraiment évitez de faire trop d'autoscrollers. C'est du temps perdu en fait. On ne peut pas départager les joueurs en fait sur des écrans comme celui-là. Puis je vais finir, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le speedrun. Donc, j'ai évoqué, il y a plein de vidéos YouTube maintenant là-dessus qui peuvent évoquer des explications de votre speedrun préféré. Si vous voulez un truc un peu plus général, il y a un livre qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Speedrun Science, qui est fait par un speedrunner qui s'appelle OmniGamer, donc son vrai nom, Auric Koziel. Et on m'en a parlé récemment. J'étais déjà au courant de ce livre-là, mais la bibliothèque de l'UQAC m'a informé, en sachant que je faisais une conférence dessus pour le Midi Gaming, qu'ils avaient reçu il y a assez récemment ce livre-là. Donc, si vous voulez le consulter à la bibliothèque de l'UQAC, il est disponible. Et puis, il est plus étoffé. Il va parler un peu plus de l'histoire. Puis, il vous apprendre à savoir aussi comment appréhender un speedrun, dans le sens de choisir son jeu, sa catégorie, comment s'entraîner, etc. Comment gérer, limite, comment gérer son stress pendant un run. Voilà. Donc, c'est fini pour la partie présentation. Je vous remercie beaucoup. Puis, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Il y avait une question de Yannick Franciette qui demandait qu'est-ce qu'on disait pour les speedruns de MGS4. Il y a Pierre-Olivier qui a répondu que les speedruns de MGS4 ont l'avantage d'être moins ennuyantes. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? MGS4, Metal Gear Solid 4, c'est un jeu que je connais pas. Je connais mal les speedruns de Metal Gear Solid. Donc ça, je saurais pas dire ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils ont rajouté des éléments ou pas pour faire en sorte que ce soit plus intéressant. Non, je saurais pas dire. Alors, les speedruns de Wii Sport Resort, Yannick, oui. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, il y a Summoning Salt qui fait pas mal, qui fait des vidéos où il y a plusieurs millions de vues pour chacune de ces vidéos sur l'histoire du record du monde de Wii Sport Golf. Voilà. C'est assez particulier. Donc, si jamais ça t'intéresse de savoir comment speedrun Mario, pas Mario Golf,
Wii Sport Golf, c'est possible. Est-ce que j'ai des records? Ça dépend quel genre de record. Les records personnels, oui. Des records du monde. Dans des catégories assez particulières, oui. Ce que j'ai fait, c'est que... donc là, il y a, Yannick d'ailleurs présentait, parce qu'il demandait si j'allais faire des runs live. Je speedrun console maintenant sur des outils comme ça, avec une télé cathodique, parce que c'est mieux pour les consoles rétro. Et je suis donc sur des jeux N64 et Super Nintendo. Mais avant, j'étais sur émulateur, et notamment, il y a quelque chose qui est possible de faire sur émulateur, c'est d'accélérer le jeu et de choisir le framerate du jeu. Et donc, j'avais décidé de faire en sorte que le jeu aille 2 fois plus vite. Et donc, j'étais assez spécialiste de ça. On était plusieurs à faire ça, de Link to the Past notamment, à le faire en vitesse x2. Sauf que nous, on est avec nos réflexes normaux. Et ça, j'ai eu le record du monde assez longtemps dessus. Sinon, assez spécialiste, où pareil, on commence à être de plus en plus nombreux à faire ça, à faire des runs les yeux bandés. Et donc ça, on est encore dans le domaine du défi parfois. Mais sur Super Mario World, par exemple, c'est suffisamment optimisé pour que ce soit vraiment du niveau d'un speedrun. Et notamment sur Super Mario World, les yeux bandés, je suis deuxième. Donc pas record, mais déjà pas mal. Mais sinon, sur le reste, je suis un runner correct, mais je ne suis pas top runner. Oui, Sarah? Oui, Sarah, oui. Oui, merci pour ta présentation, Stéphane. En tout cas, moi, c'est un univers qui me fascine, là. Je trouve ça vraiment cool, le speedrunning, là. J'ai découvert ça grâce à toi, justement. Mais là, tu dis, oui, il ne faut pas connaître le jeu au complet, mais moi, ce qui m'intrigue, là, tu sais, pour apprendre ta route au complet, là, tu sais, il faut que tu connaisses, pour faire du bon speedrunning, il faut vraiment que tu saches par cœur la route que tu vas faire. Fait Ouais. combien de temps que tu passes à t'entraîner, tu sais, sur une route, là, pour essayer de battre un record ou... Ça se compte, quand on speedrun, on va dire vraiment un jeu, ça se compte en centaines d'heures. Moi, apprendre un jeu, ça dépend vraiment de la difficulté, enfin, c'est pas de la difficulté du jeu d'ailleurs, parce qu'il y a des runs qui s'apprennent où on peut commencer vraiment comme ça. Par exemple, de Cocoon Country 1, on peut commencer à le runner sans rien connaître et apprendre au fur et à mesure les strats. Alors que de Cocoon Country 2, comme j'avais montré, il y avait un wrong warp. Les apprendre prend vraiment du temps. Donc, avant le temps à investir avant de commencer à faire un speedrun est vraiment plus long. Donc les gens ont différentes stratégies aussi. Il y en a qui aiment bien faire apprendre au fur et à mesure. Dans le sens où j'apprends tout d'un coup et ensuite je fais des runs. Il y en a qui essayent de peaufiner au fur et à mesure. Mais après, pour maîtriser sa run, disons que sur Link to the Past, fait 1h30 à peu près. Ça prend... je pense qu'il faut bien 5-6 heures avant de comprendre la route. Après, même au début, tu t'en mêles les pinceaux et tu tout oublies et tu regardes et tu revérifies. Mais... Merci. Ouais. Puis après, juste pour rebondir, souvent, après plus loin, si on veut aller plus loin, souvent aller chercher un record du monde, ça va être là par contre des centaines d'heures. Je sais que par exemple, la première fois que c'était des chiffres qui étaient hors du commun pour l'époque, mais pour l'un des niveaux les plus rapides de GoldenEye, la première fois que ce niveau-là, il fallait le faire en 17 secondes, ça avait pris ce runner-là 170 heures de jeu, enfin de 70 heures de tentative en additionné là, mais pour pouvoir aller récupérer ce temps-là. Et c'était quelque chose, pour les gens, on ne s'imaginait pas, c'était inconcevable de passer 170 heures sur le même niveau. Il y a Pierre-Olivier qui a la main levée, qui a une question. Oui, merci. Premièrement, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Ma question est la suivante. Tantôt, vous mentionnez qu'un des bugs qu'on pouvait abuser, c'était le fait qu'on faisait un overflow dans les sprites. Exemple, lui qu'on a vu dans Yoshi's Island. Ouais. Est-ce que les programmeurs des jeux, ou est-ce qu'il y a une manière de prédire, on va dire, quand il y a un overflow, c'est quels sprites qui vont être retirés, quels sprites qui vont être ajoutés, c'est prévoir l'effet que ça va avoir. Est-ce que c'est possible? Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Enfin, souvent, justement, des speedrunners et même on met une autre catégorie speedrunners qu'on appelle les scientifiques, justement, parce qu'ils s'amusent à regarder dans le code du jeu. Et ils essayent souvent
de provoquer les bugs et ensuite de pouvoir l'expliquer pour pouvoir essayer de voir quel est l'intérêt que ça a. Je ne sais pas si je peux trouver un exemple là sur Link to the Past, mais il y avait un autre type de sprite overload. Je vais faire ensuite le partage d'écran, mais il y a un moyen de trop charger pour éviter de prendre un cœur qu'on est obligé de prendre normalement. Attendez, ça peut prendre juste. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui s'amusent à décrypter le jeu. Attendez, je reprends la share screen. Ok, on va avancer un tout petit peu. Ok. Donc, on va voir à la fin de ce boss-là. Normalement, il y a ce cœur-là que l'on est obligé de prendre parce que sinon, on ne peut pas récupérer le pendentif et donc on ne peut pas avancer. Sauf que c'est un objet qui est fait de sorte que ça a rajouté. C'est un peu plus compliqué que juste que c'est juste une sprite. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on sait qu'il y a en gros 5 variables qui peuvent être 5 espaces mémoire où on va mettre des choses dedans et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de place pour ce cœur-là. Donc ils ont compris comment la gestion des sprites était générée, était gérée pour que ensuite, en faisant des actions un petit peu bizarres, là, de plusieurs flèches et utiliser la lanterne, qui rajoutait aussi des sprites, faisait en sorte que on passait au travers du cœur. Ça permettait de le faire disparaître en le prenant et de ne pas le rajouter dans nos cœurs. Donc, ouais. J'ai l'impression que c'est pas souvent les programmeurs qui s'intéressent toujours à ça, dans le sens que j'entends surtout plus des scientifiques en speedrun qui essayent de comprendre comment c'est codé pour essayer d'abuser de ça. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a rien dans le chat, il n'y a pas de main levée. Non, Edmond, il avait une question, je n'avais pas fait gaffe. Quels sont les speedruns les plus intéressants pour toi? Ça dépend si c'est à regarder ou à faire. Alors déjà, à regarder, c'est vrai que c'est surtout des jeux qu'on connaît, enfin que je connais. C'est assez obscur de regarder un speedrun d'un jeu qu'on ne connaît pas parce qu'on a du mal à comprendre où est-ce que ça part, où est-ce que ça part en vrille et tout. Après, il y a souvent aussi des catégories qu'on préfère regarder. Et puis, après, moi, souvent, le speedrun que je préfère regarder, c'est le speedrun que je joue actuellement. Donc là, en ce moment, je joue beaucoup Mario Kart 64, donc j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder les speedruns là pour regarder les détails. Mais même sinon, un jeu comme GoldenEye ou Perfera que j'ai beaucoup joué avant, je le speedrun pas, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder parce que j'en maîtrise un petit peu, je comprends un petit peu ce qui se passe et donc je peux apprécier certaines choses. Ah oui, est-ce que c'est ceux du pur skill ou les bugs? Plutôt le skill. En général, je préfère les runs où c'est du skill, des choses difficiles à faire plutôt que des bugs puissants. D'autres questions? Ça veut dire que c'était très complet, très clair. Si jamais il y a des gens qui me contactent, Stéphane, qui veulent avoir plus de détails, ou est-ce que tu permets que je leur transmette tes coordonnées? Si jamais il y a des Oui. gens qui participent à la rencontre ou suite à la diffusion, dans le fond, le Midi Gaming va être rendu disponible donc sur le site web du département. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, au pire, qui me contactent, puis je ferai le pont avec toi si. OK.
Très si bien. ça te convient. Parfait. Alors, je te laisse le mot de la fin, Stéphane. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et puis, merci beaucoup à toi, Justine, et puis Mathieu aussi pour m'aider à préparer la présentation. Merci beaucoup. Merci aux participants. Merci Stéphane, c'est très intéressant. Merci. Merci pour la présentation. Bonne journée. Ouais, merci Stéphane. Salut. Bye Edmond, merci.